Bonjour à tous, merci de rejoindre ce deuxième webinaire des assises des délais de paiement dont le thème est regard croisé entre le médiateur du crédit et le médiateur des entreprises que nous avions déjà eu le plaisir de recevoir. Après ce choc économique qui est lié au Covid-19, force est de constater que la majorité des entreprises, je dis bien la majorité, ont été solidaires entre elles à travers des moratoires accordés. Mais aussi les pouvoirs publics ont accompagné les difficultés des entreprises à travers un certain nombre de dispositifs d'aide. Maintenant, la reprise est là. La reprise est devant nous avec des facteurs d'incertitude. Et pour essayer de traiter ce sujet avec beaucoup de sérieux, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Wisnowski, qui est médiateur national du crédit. Bonjour Frédéric Wisnowski. Bonjour. Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Bonjour Pierre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Éric Scherer, président de l'AFDCC. Bonjour Éric. Bonjour. Et enfin Sébastien Bouchindon, qui est délégué général de la FIGEC. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Alors, je rappelle que vous pouvez poser vos questions en ligne et nous y répondrons à la fin de cet échange sans difficulté. Le débat est toujours, bien sûr, animé par un excellent journaliste qui est Rachid Arab. Mon cher Rachid, à toi. Merci, mon cher Jérôme. Bonjour à tous et à toutes, ceux que je vois, et puis tous ceux qui sont nombreux, puisqu'il y avait plus de 280 inscrits. Je pense que vous êtes très nombreux dans la salle numérique qui nous réunit ce matin. Cette visioconférence est extrêmement importante parce qu'elle entre dans une série de visioconférences qui nous permettent de faire le point, notamment sur la question des délais de paiement en cette période de crise. Et ce qui me paraît vraiment intéressant dans la démarche, c'est que nos réunions deviennent en quelque sorte une façon de faire un baromètre qui permette de mesurer en temps réel les effets de l'après-Covid-19 sur le secteur de l'économie. En temps réel, c'est-à-dire que ça permet, à mon sens, de moduler quasiment en direct les réponses qui sont apportées par les pouvoirs publics et les entreprises. De l'intérêt donc d'avoir avec nous ce matin notamment les deux médiateurs qui gèrent au quotidien les questions que vous vous posez, les problèmes que vous rencontrez. Donc, on échangera dans un instant avec Pierre Pelouzet, un habitué de nos réunions, mais la parole tout de suite au médiateur du crédit, Frédéric Wisnowski, qui se joint à nous, fort de sa double expertise de médiateur, secrétaire général et adjoint de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est ce qu'on appelle le gendarme des banques. Monsieur Wisnowski, vous avez eu à connaître de la crise financière de 2008, mais clairement aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec ce que nous avons connu. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me convier à ce webinaire. Merci Rachid. On a effectivement une crise qui est totalement différente. En 2007-2008, c'était une crise du système financier avec l'incertitude qui pesait sur les banques et sur leur capacité à financer l'économie. Aujourd'hui, on est dans une crise, et vous le voyez tous, qui a un effet direct sur la situation des entreprises. Et donc, l'action qui est nécessaire, c'est d'intervenir auprès de ces entreprises et de faire contribuer autant que possible, bien évidemment, le système bancaire. Et donc, on dit maintenant, les banques sont parties à la solution et ne sont pas le problème. Et donc, cette crise, elle a un effet direct sur la trésorerie des entreprises. Cela a conduit les pouvoirs publics à mettre en place toute une série de mesures pour alléger les sorties de trésorerie. Donc, c'est le chômage partiel, les reports de charges fiscales et sociales, etc. Et puis, favoriser des entrées de trésorerie. Donc, c'est le déploiement du PGE qui est venu compléter les engagements que les banques avaient pris en matière de moratoire, donc de différé de remboursement. Ce sont les actions visant à sécuriser les trésoreries au travers des garanties des assureurs crédits. Et puis, ce sont toutes les actions qui cherchent à éviter les dérives en matière de délai de paiement. Donc, sur les deux premiers aspects, veiller au déploiement du PGE, sécuriser les trésoreries via les assureurs crédits, c'est de la responsabilité de la médiation du crédit. Les délais de paiement, c'est dans l'orbite de Pierre qui j'imagine, en parlera. Effectivement, on va détailler tout ça, Frédéric, merci. Juste pour situer, pour bien réussir à mesurer l'ampleur de la crise, une idée du nombre d'entreprises qui ont fait appel à vous pour des questions de trésorerie depuis, par exemple, la fin du mois de mars dernier? Oui, alors sur le trimestre, donc avril à juin, on est à 8000 dossiers.
8000 dossiers que l'on peut comparer à 1000 dossiers sur toute l'année 2019. Donc on voit que c'est une sollicitation massive, mais c'est une sollicitation qui est à la mesure de la mise en place des prêts garantis par l'État. Dans la même période sur ce trimestre, on a 600 000 entreprises qui ont demandé des PGE. 600 000 entreprises, on a un taux de refus du PGE qui tourne autour de 2,7%, donc environ 16 000 entreprises. Donc on voit qu'il y a la moitié de ces entreprises qui ont eu des refus qui viennent à la médiation pour essayer de trouver des solutions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler également d'un mot ce qu'est véritablement la médiation du crédit? Oui, alors la médiation, c'est un dispositif qui est hérité de la crise précédente. Je disais, la crise précédente, on craignait que les banques ne soient pas en mesure de financer l'économie, donc on a créé la médiation, qui est un service gratuit offert par la Banque de France. Donc ce sont les succursales de la Banque de France dans l'ensemble des départements qui gèrent la médiation. Donc si une entreprise fait face à un refus de financement, elle s'adresse à la médiation. On a allégé le dispositif. Maintenant, c'est très simple. Il y a une saisie d'une petite fiche en ligne sur notre site. On envoie ça au médiateur départemental et la médiation s'engage donc entre le médiateur départemental, les banquiers et l'entreprise pour trouver une solution. Donc, on voit qu'on a un dispositif hérité de la crise précédente, mais qui correspond parfaitement aux besoins. Et on a vu, on est en 8000 dossiers, les services de la Banque de France ont été immédiatement opérationnels pour traiter ces dossiers. Et on a un taux de succès qui reste pour l'instant à peu près comparable à ce qu'on avait d'habitude, autour de 60%. Bon, au fil du temps, on peut penser qu'il risque d'être un petit peu moins bon parce que ce sont les dossiers les plus difficiles qui arrivent en dernier. Mais en tous les cas, c'est un dispositif qui avait prouvé son efficacité dans la crise précédente et qui est parfaitement adapté à la gestion de la crise que l'on traverse. Frédéric, sur le PGE, qui est certainement le dispositif qu'on a tous plus ou moins déjà connu, certains d'entre nous déjà même pratiqué et demandé, vous disiez 2,7% de refus, ce qui n'est pas beaucoup dans l'absolu, mais vous, c'est 2,7% qui vous préoccupe, c'est deux dont vous vous occupez principalement. Tout à fait. 2,7%, c'est pas beaucoup. Bien évidemment, pour les entreprises concernées, elles vont dire que c'est beaucoup. C'est 16 000 entreprises. Il y en a par ailleurs 570 000 qui l'ont eu. Donc, le rôle de la médiation, c'est d'essayer de trouver une solution pour ce 2,7%, pour ces 16 000 entreprises. Comme je l'ai dit, on en a à peu près la moitié dans les dossiers de médiation. Ce sont souvent d'ailleurs des entreprises qui étaient plutôt en difficulté avant. Les banques accompagnent, le succès du PGE le démontre, les banques accompagnent les entreprises, accompagnent leurs clients. C'est vrai qu'une entreprise qui a été en difficulté avant cette crise, les banques vont être un peu plus réticentes à leur accorder des crédits. Et c'est l'avantage qu'apporte la médiation d'essayer de mettre en perspective le dossier de cette entreprise et de convaincre le banquier de l'accompagner. Et on voit qu'on arrive dans un certain nombre de cas. Il reste des cas où on n'arrive pas, et c'est là que les pouvoirs publics ont aussi mis en place des mesures complémentaires pour essayer de traiter le maximum d'entreprises dans leurs besoins de financement. La question qui fâche, Frédéric, peut-être, c'est que vous évoquiez les entreprises qui n'allaient déjà pas bien avant la crise. Est-ce que ceux qui sont dans ce cas-là doivent se dire que c'est fichu de toute façon, ou est-ce qu'il y a de l'espoir pour elles d'être malgré tout aidées? Il reste un espoir, il reste la médiation. Après, il faut voir que le PGE, c'est un prêt. C'est un prêt qui est remboursable au bout d'un an, et au bout d'un an, l'entreprise a l'option de le convertir en un prêt amortissable jusqu'à 5 ans. Mais ça reste un prêt qui doit être remboursé. Une entreprise qui n'allait pas bien avant, quelle est sa vraie capacité à rembourser un crédit? Est-ce que c'est vraiment l'aider que de lui donner un crédit qui est un crédit de trésorerie qui est là pour finalement boucher le trou lié à cette crise de moindre activité? C'est pas ça qui va régler les problèmes. Donc c'est pour ça que la médiation peut intervenir, elle intervient avec succès dans un certain nombre de cas. Il y a une partie résiduelle. Pour cette partie résiduelle, l'État a mis en place un autre dispositif direct d'intervention de l'État au travers d'avances remboursables pour les PME et de prêts participatifs pour les TPE, donc qui sont des prêts 100% de l'État. Mais là encore, ce ne sera pas nécessairement pour tout le monde.
il faut que les entreprises, elles aient des perspectives. Il ne s'agit pas de mettre de l'argent public dans des entreprises qui ne sont pas viables. Je crois que le ministre de l'économie a été de plus en plus clair au fil du temps. On ne peut pas, au travers de cette crise, régler les problèmes d'entreprises qui en avaient avant. Donc, il y a des problèmes de réorganisation pour des entreprises moyennes. Et il y a malheureusement, je crois qu'il faut être conscient, un certain nombre d'entreprises qui disparaîtront parce que la crise aura aggravé une situation antérieure qui n'était pas bonne. Frédéric, on va aborder également pour terminer momentanément votre intervention l'aspect des assureurs crédits, de leur rôle. Et vous me disiez quand on préparait ces interventions que l'assureur crédit, c'est un système qui ne fonctionne pas en cas de crise. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour que justement les assureurs crédits prennent d'une certaine façon le relais également? Le problème de l'assureur crédit, comme tout problème d'assurance, un assureur, il mutualise des risques. Donc, il a à un moment donné des risques sur un client qui va bien et un autre client qui va pas bien. Dans la crise que nous traversons, c'est l'ensemble des clients dont la situation se détériore. Donc, l'assureur crédit, il va chercher à se protéger parce qu'il il fait payer une prime qui est en fonction d'un sinistre qu'il estime. À partir du moment où le sinistre prévisible s'accroît, il ne peut pas faire face. C'est pour ça qu'en 2007-2008, il y a des dispositifs d'État qui ont été mis en place et que l'on a réactivés au travers de cette crise, c'est-à-dire que l'État vient se substituer finalement aux assureurs crédits parce que la crise telle que nous traversons n'est pas compatible avec leur modèle d'affaires. Donc il y a une vraie réflexion à avoir en sortie de crise sur la manière de gérer ça, parce que c'est quelque chose de fondamental. Enfin, j'interviens en tant que médiateur sur le crédit. Il faut voir que le crédit interentreprise, donc qui concerne les assureurs crédits, qui concerne l'activité de Pierre, c'est 700 milliards. Le crédit de trésorerie aux entreprises, des banques, c'est 240 milliards. Donc on voit qu'on a une masse de 700 milliards qui bouge, et le fait qu'elle bouge crée des risques dans le système. Donc on a une partie qui est sécurisée via les assureurs crédits et via les compléments qu'apporte l'État à partir du moment où le niveau de crise est tel que ces assureurs ne peuvent pas le supporter. Mais il y a un vrai sujet du crédit interentreprise en France. Et puis il y a le sujet essentiel qui est celui de la relance aussi, parce que là, on vient de faire l'état de la crise, l'état des aides, et puis il y a la question de la relance, c'est tout ce qui est devant nous, avec là aussi un certain nombre d'annonces gouvernementales à venir. Alors, il y a effectivement, dans la relance, il y a deux aspects. Il y a le plan de relance, enfin, il y a déjà les plans de soutien sectoriels que l'État a mis en place, donc en complément des mesures générales, l'aéronautique, le tourisme, les commerces, etc. Il y a le plan de relance donc, qui est en préparation et donc qui sera la responsabilité du nouveau gouvernement qu'on devrait connaître aujourd'hui. Mais dans cette relance, il y a un élément très important quand on parle des entreprises, ça va être la structure financière. Parce que cette crise, qu'est-ce qui s'est passé? On a endetté un peu plus les entreprises qui auront eu moins de résultats, donc elles vont toutes sortir avec une structure financière dégradée. Donc un des axes importants de réflexion qui est en cours, c'est comment dégager des moyens pour apporter des fonds propres aux entreprises. Donc ça prolonge les produits que j'évoquais d'avance remboursable, de prêts participatifs, mais le besoin est beaucoup plus important. On a aujourd'hui 100 milliards de PGE qui ont été injectés dans l'économie, 40 milliards dans des très petites entreprises. Il est certain que beaucoup de ces entreprises n'auront pas la capacité de rembourser au bout d'un an. Elles opteront vraisemblablement pour un étalement. Elles y auront d'ailleurs souvent intérêt parce que ça coûte moins cher qu'un crédit classique. Mais il y a une vraie question sur leur capacité de remboursement de ces crédits à terme. Et donc, renforcer la structure financière, donc apporter des fonds propres, va être un enjeu dans le cadre de cette relance. Avec, outre la trésorerie, bien évidemment, le financement du BFR, etc., le financement des investissements. Parce qu'il faudra bien dégager des moyens pour relancer l'économie, investir, etc. Donc là, il y a un véritable enjeu dans les mois qui viennent, enfin dans les semaines qui viennent, pour définir les moyens d'apporter ces fonds propres aux entreprises. Merci Frédéric pour cette première intervention extrêmement claire, didactique et précise. On va donner la parole. C'est très naturel d'ailleurs parce qu'on passe du médiateur du crédit au médiateur des entreprises. D'ailleurs, vous travaillez beaucoup ensemble avec Pierre Pelouzet. Absolument.
Vous êtes très souvent ensemble. Pierre Pellouzet, que nous avons déjà accueilli à plusieurs reprises et que j'ai le plaisir de retrouver, médiateur des entreprises. Pierre, votre téléphone est bien en silencieux ce matin? Oui, absolument. Il n'y a pas de problème. On risque pas de vous appeler pour le gouvernement non plus. Aucun risque non plus. Je me permets de plaisanter avec vous d'abord parce que je vous estime beaucoup. Et puis je trouve qu'avec Frédéric, vous donnez un visage humain à ces questions. Et je trouve que c'est extrêmement important pour les entrepreneurs d'avoir des visages qui rassurent, qui informent, qui parfois donnent des informations qui sont peut-être un peu difficiles, mais je trouve que c'est extrêmement important dans la crise, dans l'aspect psychologique de la crise, d'avoir des interlocuteurs comme vous et qui viennent en plus répondre aux questions. Alors, depuis qu'on s'est parlé au mois de mai, me semble-t-il, Pierre, est-ce que votre activité a un petit peu baissé ou elle a continué d'être exponentielle? Alors, bonjour déjà à toutes et à tous. Effectivement, heureux d'être à nouveau avec vous ce matin. L'activité, oui, qui était montée en flèche. Je rappelle qu'on était à x10 en début de crise et même pendant les 2 premiers mois, les mois de confinement, on a été sous un tsunami de saisines sur les retards de paiement, sur les ruptures de contrats, sur les baux commerciaux aussi, un sujet nouveau et j'y reviendrai peut-être parce que ça peut intéresser un certain nombre de nos auditeurs. Mais là, ça s'est un petit peu calmé, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à x10, on est à x3, x4. Malgré tout, ça prouve qu'on n'est pas revenu à la normale. On a un effet déjà parce qu'on a réglé beaucoup de sujets au travers de la médiation et du comité de crise qu'on gère avec Frédéric sur les délais de paiement, mais aussi on a un effet ralentissement de l'activité pendant les 2 mois de confinement qui fait que moins d'activité, ça veut dire moins de contrats, ça veut dire moins de factures, ça veut dire moins de conflits. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu moins d'activité. Ça veut dire aussi, si on suit le même raisonnement, qu'on se prépare tous ensemble à avoir un regain d'activité dans les mois qui viennent et en particulier à la rentrée. Alors, en attendant la rentrée, sur la question précise qui nous intéresse toujours des délais de paiement, au mois de mai, on avait vu que les choses étaient un petit peu montées, puis c'était un peu stabilisé. C'est encore le cas aujourd'hui ou pas? Oui, on a une flambée là aussi, des retards de paiement pendant les 2 premiers mois. Tous les indicateurs qu'on peut suivre, il y a pas mal d'études et de rapports là-dessus, y compris ceux qu'on fait avec la Banque de France, avec Frédéric, nous indiquent qu'il y a eu effectivement un ralentissement des retards sur les dernières semaines, tant mieux. Mais là aussi, double effet, un effet parce que les entreprises et les administrations ont commencé à corriger le tir, notamment, je pense, sous notre influence. Je parle des milliers de médiations d'un côté et des 40 interventions qu'on a eues avec le comité de crise auprès des grands groupes qui étaient les principaux ciblés. Donc tout ça a fait que oui, il y a eu une amélioration à date. Là aussi, il y a un effet volume, moins de factures, moins de retard. Donc là aussi, il faut rester très vigilant. C'est pas parce qu'on a réussi à calmer les choses pendant un temps qu'elles ne vont pas reprendre. On sait que la situation va être tendue, personne n'a doute là-dessus. On sait aussi que, comme l'a dit Frédéric, c'est 700 milliards de crédits interentreprises. C'est une des clés, sinon la clé de la survie des entreprises. Donc une vigilance extrême est préconisée et évidemment le médiateur des entreprises reste à votre disposition à tous sur tous les sujets que j'ai cités, et en particulier sur celui-là. Et le médiateur des entreprises est d'autant plus audible que la semaine dernière encore, vous avez fait une intervention assez forte, je trouve, une sorte de rappel à l'ordre, notamment en direction des grands donneurs d'ordre, des grandes entreprises, histoire de dire ne profitez pas de la crise. Je le dis à ma façon. Oui, c'était ça, et puis c'était aussi un appel d'ailleurs à tous ceux qui peuvent nous écouter ce matin, qu'ils soient dans des grands groupes ou des grandes administrations, un appel aux maires qui viennent d'être élus. Je sais qu'on vient tous de passer une période très compliquée avec le confinement, qu'il y a encore beaucoup de gens en télétravail, qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Ceci étant, moi ce que j'entends en ce moment, c'est beaucoup de gens qui disent on verra bien à la rentrée, et je trouve que ça c'est terrible. Il faut que ces grands groupes, ces grandes administrations, ces municipalités se mobilisent immédiatement pour envoyer les appels d'offres, pour envoyer les commandes, pour payer les factures, bien sûr, parce que si on attend 2 mois, c'est 2 mois de plus pour les TPE, PME, artisans qui attendent désespérément de voir arriver des nouvelles commandes, des nouveaux appels d'offres. Et c'est en ce moment que ces entreprises sont en train de faire des choix. Par exemple, est-ce que je garde mes employés même en activité partielle ou est-ce que je les licencie? Et c'est le carnet de commandes ou le carnet de commandes potentiel qui va faire la différence. Donc, nous sommes tous responsables de la poursuite de l'ampleur de la crise.
parce que chacun dans son quotidien, si on donne un signal positif, eh ben, notre économie peut repartir. Si on donne un signal d'attente, eh ben, là, on va tout bloquer. Ça, c'est vraiment un des points importants sur lequel on vous a entendu la fin de semaine dernière. C'est qu'en gros, pas de vacances, c'est-à-dire que lançons le maximum de commandes en ce moment, alors que nous sommes en juillet et qu'habituellement, à cette date-ci, on est plutôt la tête aux vacances, c'est ça? Exactement. J'adorerais que tout le monde prenne 2 mois de vacances, Rachid, n'ayons pas de malentendus entre nous. Ceci étant, voilà, on est dans une année particulière. Et même si on est tous un peu fatigués, un peu déstabilisés, avec une manière de travailler un peu particulière, ce mois de juillet, je pense, va être une première clé de la reprise de notre pays. Si dans ce mois de juillet particulier, on envoie nos bons de commande, on envoie nos appels d'offres, on a une chance de tenir et de permettre à ces petites entreprises qui constituent le cœur de notre patrimoine économique, hein, de tenir le coup en se disant, voilà, il y a des appels d'offres, donc il y aura des commandes, donc je peux tenir le coup, utiliser les outils dont Frédéric a parlé tout à l'heure, alors que s'il ne voit rien venir, il va y avoir un découragement, et il n'y a rien de pire que le découragement, parce que c'est ça qui entraîne tout. On va parler dans un instant de ce qui va se passer au mois de septembre, puisque, comme vous dites, la relance, elle est plutôt pour ce moment-là. Vous disiez dans votre propos liminaire un nouveau sujet sur des baux commerciaux. Ça m'a fait quelque chose à l'oreille. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, en fait, on a plusieurs nouveaux sujets. Alors, on a nos classiques, hein, retard de paiement, on en a beaucoup parlé. Rupture de contrat, on en a eu beaucoup, ou pénalité de retard, etc. Dans les nouveaux sujets, le premier, c'est les baux commerciaux, c'est-à-dire notamment les commerçants qui n'ont pas pu pratiquer pendant 2 mois, voire même 3, et qui du coup n'ont pas pu payer leur loyer. Alors après, il y a plusieurs cas de figure, hein. Vous avez des petits commerçants avec des gros bailleurs. Là, on peut trouver un accord parce que le bailleur a les moyens d'aider ces petits commerçants. Vous avez le contraire. Vous avez des grandes chaînes de commerce avec des petits bailleurs. Parfois, les locaux commerciaux sont détenus par un retraité, la veuve de l'ancien commerçant qui n'a que ça pour vivre. Là aussi, il faut trouver un accord. Et puis, troisième cas de figure, on a un petit commerçant avec un petit bailleur. Et là aussi, la médiation peut aider. Donc, beaucoup de besoins de discussion, hein. Je relance une fois de plus mon appel au dialogue, à la discussion. Vous savez que la médiation, c'est ça. On est là pour vous aider à ça. Ne jouez pas le rapport de force, ne jouez pas le téléphone qui ne répond pas ou le mail auquel on ne répond jamais. Venez en médiation, partagez, discutez. Ça marche formidablement. On est toujours sur un taux de succès de 70-75%. Donc, premier sujet, les baux commerciaux. Autre sujet, je ne sais pas s'il y a des auditeurs ou des spectateurs qui sont dans le bâtiment et les travaux publics. On commence à avoir beaucoup de sujets sur la reprise des chantiers. Il y a des surcoûts liés à la reprise des chantiers. Donc là, on rentre dans le monde des factures et du paiement parce que qui va payer? Qui va payer le fait qu'il faille des masques, qu'il faille décaler les équipes, que tous les corps de métier puissent pas intervenir en même temps, etc. Et là aussi, que ce soit au niveau public, il y a une circulaire du Premier ministre qui a poussé les acteurs publics à venir en médiation, ou que ce soit privé, il y a des chartes de bonnes pratiques avec la FNTP ou la FFB, donc la Fédération du bâtiment, qui aussi vont promouvoir la médiation. Donc voilà, là aussi un nouveau sujet ponctuel, hein, parce que ça concerne les chantiers en cours. Les prochains chantiers, ce sera inclus dans la réponse à l'appel d'offres, sur lequel la médiation peut intervenir. Donc vous voyez, on a aussi des sujets spécifiques crise sur lesquels on se mobilise. J'en profite, j'ai une question qui vient de Jean-Jacques Russe qui pensez-vous que les dépôts de bilan vont s'accélérer en septembre, donc les retards de paiement aussi? Bonjour à Jean-Jacques déjà, et puis ma réponse, parce qu'on me pose souvent la question, c'est je ne sais pas. Et je réponds volontairement comme ça parce que la réponse qu'on entend partout, c'est oui, ça va être la catastrophe. Moi, je dis le pire n'est jamais sûr, et c'est pour ça que je pousse à cette mobilisation en juillet. Parce que oui, il y aura des défaillances, mais rappelons-nous, hein, l'année dernière, il y a eu, je crois, 40 ou 45 000 défaillances dans l'année. Donc, les défaillances d'entreprise, ça n'est pas anormal, ça fait partie du cycle économique de notre pays et de tous les pays d'ailleurs. Après, nous avons une partie des clés dans nos mains. Si on croit que la situation va être pas trop mauvaise et qu'on joue le jeu, eh ben on a une chance que ces défaillances soient le moins nombreuses possible. Après, il y a des outils qui sont là en place pour aider à ça. Il faut que l'économie embraye, se saisisse de ces outils, se saisisse d'un petit peu de confiance en se disant « Attendez, votre pays il va pas s'effondrer comme ça, il faut qu'on y aille et que tout ce qu'on peut lancer comme commande, on le fasse. » Et peut-être qu'il n'y aura pas tant que ça de défaillance à la rentrée. En tout cas, je croise les doigts et moi, j'y crois.
profite de votre présence, Pierre, et je commence déjà les questions parce qu'elles commencent à être très nombreuses. La question de Malika Karimi, quelle est la réaction des entreprises lorsque vous les reprenez sur le non-respect des délais de paiement? Quelles sont les sanctions? Et si ce n'est pas indiscret, mais je pense que ça l'est, quels sont les noms de ces entreprises? Alors, effectivement, pour commencer par la fin, autant on a publié le nom des grandes entreprises et ETI qu'on a identifiées qui payaient plus tôt, parce qu'il y en a. Il y a eu 16 grandes entreprises on a identifiées avec Frédéric et le comité de crise, qui payent plus tôt les artisans, les PME, les TPE, donc au lieu d'attendre les 60 jours, qui payent à 30 ou 10 ou 20. Donc félicitations à elles, et on aimerait que tout le monde, tous ceux qui peuvent en tout cas, embrayent le pas et les suivent. Après, pour les autres, je peux vous dire que quand vous intervenez, alors le comité de crise, je rappelle, on a la FEP, l'association des grandes entreprises, le MEDEF, la CPME, l'UDP, donc les artisans, les chambres de commerce, les chambres des métiers, la DGCCRF. Quand vous appelez un grand patron d'entreprise ou d'ETI ou d'entreprise structurante, comme on dit, en lui disant, voilà, je vous appelle au nom de tous ces gens-là, déjà, je peux vous dire, ils vous répondent assez vite. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Quand vous leur dites, on a identifié chez vous des processus, des procédés, des actions anormales, je peux vous dire que là aussi, ils vous prennent au sérieux. Et donc, le résultat des courses, c'est sur ces 40 grandes entreprises ou ETI sur lesquelles on est intervenu, il y a eu des changements de posture radicales. Et on peut le suivre parce que les mêmes qui nous ont fait remonter l'information sur les comportements anormaux nous font remonter l'information sur, suite à l'intervention, ça a changé. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'aller plus loin et de donner les noms. Et tant mieux, je suis pas là, moi, pour jeter en pâture des noms de grandes entreprises, parce qu'on est là, au contraire, pour qu'elles réussissent, mais qu'elles entraînent les autres dans leur réussite et que donc elles les payent. Donc oui, des interventions fructueuses, des changements de comportement immédiats, et tout ça, ça veut dire que ce comité de crise et toutes nos actions en médiation ont effectivement un effet positif, et donc on va continuer. Avant de dire un mot de la relance telle que vous la voyez, vous, Pierre, est-ce qu'il vous arrive de vous mettre en colère? J'ai pas entendu, pardon, Rachid. Je disais avant de parler de la relance en quelques mots, est-ce qu'il vous arrive de vous mettre en colère dans vos relations avec des grandes entreprises? En fait, non. Alors c'est peut-être parce que pour être médiateur, il vaut mieux pas se mettre en colère. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir le petit recul suffisant pour que même si on trouve que franchement les gens parfois font des choses qu'ils ne devraient pas faire, arriver à le dire de la bonne manière. Après, il faut être conscient que on n'a pas affaire à des structures, on a affaire à des hommes et des femmes. Et que chacun a ses contraintes, chacun a ses difficultés. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Quand on se rend compte de ça, quand on se rend compte de la pression que tout le monde a eue pendant la crise, quelle que soit son échelle, quel que soit son positionnement, quelle que soit son entreprise, on est un petit peu moins en colère. On voit des directeurs financiers qui ont des comportements qu'on pourrait qualifier d'anormaux, mais quand on comprend derrière la pression qu'ils ont parce que eux-mêmes sont dans le doute sur leur présent, leur avenir, l'avenir de leur entreprise, voilà, il y a besoin d'y aller et de discuter, et après on trouve des solutions et ça marche bien. C'est ça aussi la médiation. Oui, et puis c'est aussi peut-être ce que nous apprend la crise, c'est de redonner un visage humain à l'entreprise, peut-être. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là encore une fois la force de la médiation, c'est un peu réhumaniser. On a besoin de réhumaniser, c'est-à-dire encore une fois de se dire derrière ce qu'on appelle une entreprise ou une administration, il y a des gens. Et quand on arrive à ce que ce soit la personne humaine qui reprenne le dessus, qui se mette en avant, il y a des solutions magiques qui peuvent se trouver. Donc, notre rôle à nous, c'est ça, c'est de faire ressortir l'humain dans ce contexte d'entreprise et de recréer de la confiance. Et j'espère qu'on va y arriver parce qu'on va effectivement quand même en avoir besoin dans les semaines et les mois qui viennent. On y reviendra tout à l'heure. Merci Pierre, si vous pouvez rester encore quelques minutes avec nous. Bien parce sûr. Que les questions commencent à défiler. La parole à présent à Eric Scherer, donc pour l'Association française des crédits managers et conseils. Votre crainte, cher Eric, c'est que ce que vous appelez le tapis des aides ne soit retiré trop rapidement sous les pieds des entreprises en difficulté. Oui, effectivement, c'était un petit peu ce qui s'était passé ou ce qui a failli se passer en 2008. Et moi, je suis frappé en fait par le fait que justement on dise que cette crise est n'a rien à voir avec celle de 2008 en termes d'ampleur. Si on lit un petit peu des analystes économiques sérieux, en tout cas, on parle en fait d'une crise d'ordre centenal, en fait, d'une crise comme il y en a une par siècle, et on se réfère plutôt en termes d'ampleur et de conséquences à celle de 2008. Et on
à cet égard l'impression effectivement qu'il y a une période qui s'est déroulée après la Deuxième Guerre mondiale et qui s'achève maintenant. Je ne sais pas si on les appellera, comment on appellera les décennies qui ont suivi les 30 Glorieuses, mais en tout état de cause, on a l'impression qu'il y a une ère qui se termine et que le 21e siècle commence vraiment maintenant. Et ça peut paraître un petit peu philosophique ce que je dis, mais quand on voit la grande incertitude qui pèse sur les prochaines semaines et les prochains mois, on ne sait pas ce que vont pouvoir faire les ménages compte tenu des plans sociaux qui sont sous le coude, qui ont démarré, mais il y en a encore, on sait qu'il y en a qui sont sous le coude. On ne sait pas ce que vont pouvoir faire les entreprises. Je rappelle qu'il y en a quand même 4 millions en France. Et on sait très bien, selon ce qu'on dit, c'est que, comme on dit, les entreprises, elles ne mettront pas un gâteau au four s'il n'y a personne pour le manger. Je crois que ce qui ressort de ce qui a été dit précédemment, c'est que faut tout faire effectivement pour éviter la destruction du tissu économique. C'est vraiment la grande priorité. Et pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à alimenter la trésorerie des entreprises tout le temps nécessaire, jusqu'à ce que les carnets de commandes dont on a parlé, effectivement, se regarnissent, en tout cas suffisamment pour qu'elles puissent commencer à rembourser leurs dettes. Et on va rappeler effectivement un petit peu sur quel volume on jouait. Sur les Échos ont rappelé ce matin le volume du crédit bancaire, il est de l'ordre de plus d'1 milliard. On a environ 800 milliards de crédits d'investissement. On a, en termes de crédit bancaire, de trésorerie, c'est de l'ordre de 300 milliards, ça a été rappelé tout à l'heure. Et le crédit interentreprise, lui, c'est plus du double, puisque c'est l'ordre de 700 milliards. Donc, il faut impérativement que les plans Orsec qu'on conduit les banques, et là, je veux effectivement aussi les saluer, elles ont joué parfaitement leur rôle et elles doivent continuer à le faire. Et en plus, elles le font bien parce qu'effectivement, elles n'empêchent pas, et elles filtrent, j'allais dire, celles qu'elles aident, et elles n'empêchent pas les entreprises qui doivent tomber, qui sont de toute façon, qui étaient déjà au bord du précipice avant la crise, eh bien, elles n'empêcheront pas, évidemment, elles ne pourront pas empêcher qu'elles tombent. Et c'est probablement ce qui doit se passer. Eric, si vous le permettez, merci pour ces premiers constats, mais vous disiez vous-même que le plus dur est à venir, et c'est pendant les vraies défaillances qu'on risque de connaître à partir de la rentrée qu'on aura encore plus besoin des assureurs crédits. Ont-ils joué leur rôle jusqu'à présent, de votre point de vue, et pourront-ils continuer de le jouer? Vous avez raison de poser la question parce qu'on a, à la FDCC, on a procédé à un certain nombre de sondages vis-à-vis de nos adhérents et on a remonté effectivement des informations. On en a remonté sur les délais de paiement, qui sont quand même, on constate quand même une hausse des retards de paiement, même maintenant, que ce soit en quantité ou en durée. Et même si ça peut aussi résulter des reports d'échéance qu'on a été amené à accorder au mois de mars, avril et même encore un peu maintenant pour soutenir les clients fragiles, mais qui méritaient d'être soutenus. Pour ce qui est de l'assurance crédit, qu'est-ce que nous disent nos adhérents? Ils ont constaté évidemment une augmentation des réductions et des résiliations de leur part. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, si ce phénomène peut trouver une justification dans les règles qu'elles appliquent, généralement, effectivement, pour limiter la casse, j'allais dire, pour elles-mêmes. Si c'est le cas, eh bien, il faut là aussi prendre des mesures particulières. Je veux dire par là qu'il faut leur fournir un cadre. Le gouvernement doit le faire. C'est un cadre qui doit les sécuriser davantage, peut-être comme en Allemagne, et qui leur permet de ne pas suspendre leur couverture et de mieux tenir compte surtout des situations particulières. Alors, je ne méconnais pas le dispositif Caprollet là, qui a été mis en œuvre tout récemment.
Sauf qu'on ne sait pas aujourd'hui si c'est la bonne réponse, si elle sera suffisante. On verra. On va essayer d'entrer dans peut-être ce que vous craignez le plus ou ce que vous essayez d'amoindrir pour la rentrée, en parlant peut-être de quelques secteurs que vous appelez vous-même fragilisés. Et puis il y a des secteurs durablement sinistrés, l'automobile, etc. Sur ces secteurs, quelles sont non pas vos prévisions, je ne vais pas vous demander de lire un avenir que personne n'est capable. D'ailleurs, c'est peut-être la question, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension psychologique aujourd'hui, Eric, dans le fait que, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Oui, je pense que c'est le maître mot. Encore une fois, je disais tout à l'heure, le pilote aujourd'hui, le patron en fait de l'évolution de la situation, c'est le carnet de commandes des entreprises et c'est leur trésorerie. Et il faut bien aussi avoir présent à l'esprit que pour une grande majorité des entreprises, je citais le nombre de 4 millions, mais il y en a au moins la moitié pour lequel en fait la disponibilité de la trésorerie, elle est de l'ordre, la disposition de la trésorerie, c'est en moyenne 2 mois. Elles ont 2 mois de trésorerie devant elles, donc c'est pas beaucoup. D'où l'importance, encore une fois, qui a été soulignée tout à l'heure par les deux médiateurs, de l'importance d'accompagner la reprise et surtout que les entreprises puissent regarnir leur carnet de commandes. Alors c'est vrai que les credit managers, aujourd'hui, ils évoluent dans différents métiers, ils sont au cœur du cyclone. Et puis, chacun, on a regardé un petit peu l'évolution dans la presse, notamment ce qu'allaient devenir certains secteurs d'activité. On en a cité quelques-uns. Effectivement, il y en a qui sont durablement sinistrés. Il y a l'automobile, il y a l'aéronautique. On sait que ça repartira pas de la même façon. Et surtout, derrière, il y a la situation de tous les intermédiaires, de tous les sous-traitants qui sont accrochés à ces secteurs. Et qui évidemment, et tout cela est générateur d'un stress particulier parce qu'il n'y a pas de visibilité. On ne sait pas si, on sait qu'il n'y aura pas un retour de toute façon à la situation antérieure, mais quand est-ce qu'on aura de nouveau une situation à peu près stable, ça personne ne peut le dire. Eric, quels sont, pour toujours essayer d'aller dans le concret, quels sont les leviers que vous pensez pouvoir actionner, les actions à mener? Quand on préparait cet échange, vous parliez notamment de la facturage et d'un certain nombre de pratiques. Vous pouvez nous aider là-dessus? Oui, bien sûr. Comme je le disais, le crédit bancaire doit continuer à jouer son rôle. Et encore une fois, les banques qui connaissent bien les clients, comme nous-mêmes, Credit Manager, on est à même de savoir qui on peut aider ou pas. On est à même en fait d'analyser les situations au cas par cas. Et ça, je pense que c'est la meilleure chose à faire aujourd'hui. Maintenant, on a un certain nombre, comme je dis, on se renseigne par la presse. On a des sociétés de renseignement aussi qui nous aident, qui ont bâti des nouveaux services pour nous tenir aussi au courant de l'évolution de la situation au cas par cas des entreprises, qui peuvent les interroger parce que nous, on n'a pas la possibilité de les interroger toutes en même temps. Donc, elles nous aident aussi à savoir quel est le degré de risque, si elles ont pu actionner elles-mêmes, si ces entreprises ont pu actionner des cordes comme le PGE, si elles ont pu bénéficier de chômage partiel, de report de charges, etc. Effectivement, les moyens classiques qu'on peut être amené à conseiller à des clients, par exemple, qui a des besoins de trésorerie, on pouvait les orienter effectivement sur de la facturage. Il faut continuer, il faut aussi que les sociétés d'affacturage continuent là aussi à maintenir, comme les assureurs crédits, leur concours. Il y a également aussi la technique du reverse factoring, qui est en fait un autre nom pour l'escompte. Ça aussi, ça doit continuer à être mis en œuvre et même développé. Il faut aussi que cet escompte soit pas non plus, ce soit le plus raisonnable possible, hein, bien entendu. Donc tout ce qui peut effectivement, toutes les techniques qui peuvent effectivement donner fluidifier en fait la trésorerie et le circuit de facturation et d'encaissement doivent être effectivement mises en œuvre. On a la digitalisation, elle avait déjà été mise en œuvre dans beaucoup de ces process avant la crise. La crise les a encore boostés et elles doivent être aujourd'hui plus que jamais au service de la trésorerie des entreprises et des credit managers en particulier. Un mot peut-être pour terminer, en tout cas momentanément, Eric.
sur le cap relais. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le cap relais, c'est la possibilité pour d'avoir un complément en fait d'assurance crédit. Ça vient s'ajouter en fait un certain nombre de dispositifs, aussi bien pour la France que pour l'export, hein, puisqu'il y a Cap, il y a Cap, il y a Cap France entre guillemets, il y a Cap Export. En fait, ce sont des couvertures supplémentaires que l'État accorde pour justement accompagner les entreprises lorsqu'elles veulent poursuivre du chiffre d'affaires ou développer du chiffre d'affaires également à l'étranger. Donc, c'est une réassurance en quelque sorte qui permet encore une fois d'assurer un chiffre d'affaires supplémentaire à un moment donné où justement les assureurs crédits sont un petit peu plus limités. Donc, c'est un complément en fait que l'État nous apporte, une aide que l'État nous apporte pour continuer à faire du chiffre d'affaires dans les meilleures conditions de sécurité possibles pour éviter les impayés. Merci Eric, vous restez avec nous si vous avez encore quelques minutes. On va finir le tour de table avant de prendre d'autres questions. La parole à Sébastien Bouchardom, donc qui est délégué général de la FIGEC, la Fédération nationale. J'ai revérifié l'ensemble du sigle national de l'information d'entreprise, de la gestion de créances et de l'enquête civile. Je n'ai rien oublié, Sébastien. C'est parfait, Rachid. Merci, alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, votre point de vue, déjà en ayant entendu tout ce qui s'est dit ce matin, que j'ai trouvé extrêmement concret et important, et puis aussi les reports de ce qui se passe sur le terrain et auquel vous êtes très attaché comme toujours. Oui, alors peut-être quelques mots très rapidement sur notre fédération. Donc, elle regroupe des entreprises qui s'occupent de la gestion du risque client, avec principalement 3 métiers qui sont l'information d'entreprise. Donc, ce sont les entreprises qui font du renseignement commercial, de l'information, de la notation, du scoring sur tout le monde économique. Deuxième activité, la gestion de créances avec du recouvrement de créances, de la médiation financière et du rachat de créances. Et la troisième activité, l'enquête civile, qui est une activité très réglementée qui concerne la recherche de débiteurs ou d'ayants droit depuis la loi Ecker. Alors, à ce titre, notre fédération est une véritable vigie de premier ordre pour apprécier le principal risque qui pèse sur les entreprises, à savoir le défaut de paiement et les défaillances d'entreprise. D'ailleurs, nous avons réalisé depuis le début de cette crise sanitaire, une enquête avec l'Institut Rexecode, une enquête mensuelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette enquête, elle est en ligne sur notre site internet figec.com, mais en quelque sorte, et malheureusement, et malgré l'optimisme de Pierre Pelouzet, nos chefs d'entreprise pensent que les délais de paiement vont s'allonger, que les taux de recouvrement, que ce soit en B2B ou en B2C, vont aussi diminuer énormément, de moins 10 à moins 30% pour le B2B, un tout petit peu, de manière un peu moins importante en B2C, de moins 10 à moins 20%. Alors, concernant les dépôts de bilan, le sujet a été abordé plusieurs fois. Évidemment, je crois qu'on va s'acheminer vers un nombre important de dépôts de bilan. Pour information, en fin d'année 2019, nous avions 53 000 dépôts de bilan en France. Donc, comme le soulignait Pierre Pelouzet, il est naturellement et malheureusement normal d'avoir des dépôts de bilan, mais on mesurera à partir de la fin de l'année 2020 et très probablement sur toute l'année 2021 et beaucoup plus certainement un nombre important des dépôts de bilan qui n'ont pas encore eu lieu à ce stade parce que l'aide des pouvoirs publics a été très importante et la fermeture des tribunaux de commerce ont artificiellement ralenti la mise en faillite des entreprises. Dans ce contexte, évidemment, la trésorerie des entreprises est majeure pour les chefs d'entreprise. Nous estimons, nos entreprises de la FIGEC estiment à ce jour à 90 000 entreprises qui ont moins de 30 jours de liquidité. 90 000 entreprises ont à ce jour moins de 30 jours de liquidité. Alors, il ne faut évidemment pas confondre liquidité et solvabilité, mais ce sont des chiffres, un nombre d'entreprises qui est extrêmement élevé, extrêmement important. Alors, pour commencer, les entreprises vont devoir rembourser les charges
qu'elles ont dû décaler du fait de cette crise, grâce à des commandes qui devraient rentrer, mais qui sont en tout cas encore loin d'être remplies. Et je partage tout à fait l'appel du médiateur des entreprises, de Pierre Pelouzet, sur le fait que c'est maintenant qu'il faut démarrer et inciter les grandes entreprises, les donneurs d'ordre et les collectivités à commencer à passer les appels d'offres dès ce mois de juillet et ne pas attendre la rentrée de septembre. Un certain nombre d'intervenants ont aussi fait un point sur le crédit inter-entreprise, c'est 700 milliards d'euros en France chaque année. Et nous constatons aujourd'hui que seulement 35% de ces 700 milliards font l'objet de factures payées à l'heure. Ce qui veut dire que 450 milliards d'euros sont toujours indisponibles pour les entreprises qui ont naturellement cruellement besoin de ce financement. Alors, plusieurs questions ont été posées aussi sur est-ce qu'on doit donner les noms ou pas les noms de ces entreprises. Il n'est pas question pour nous de catégoriser et de dénoncer telle ou telle entreprise, mais en tout cas, il est important pour notre fédération de dénoncer fermement les manquements à l'éthique, parce qu'on se rend compte aussi qu'un certain nombre de prérogatives sont mises en place, de renégociation forcée de contrats, de diminution des prix, en tout cas des pratiques qui consistent à faire de la trésorerie sur le dos des fournisseurs, et ça, nous souhaitons effectivement le dénoncer. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'il nous paraît important de faire plus que jamais? Eh bien, plus que jamais, c'est de travailler sur son poste client. Travailler sur son poste client, c'est quoi? C'est surveiller son poste client. Ça veut dire qu'il faut s'informer sur son portefeuille client. J'aime bien prendre l'image du champ de tournesol, si vous me le permettez. On a l'impression de bien connaître son champ de tournesol, mais on ne sait pas forcément ce qui se passe à l'autre bout du champ. Et lorsqu'on voit un tournesol qui commence à affaiblir un petit peu, c'est peut-être le début d'une dégradation importante de la trésorerie de l'entreprise. Donc, il est naturel, en tout cas pour nous, de prendre de la hauteur sur son portefeuille de clients et de se renseigner en faisant de la collecte d'informations terrain, évidemment, c'est ce qui est important, et au jour le jour, parce qu'aujourd'hui, dans l'information qui est réalisée par les sociétés d'information d'entreprise, dont c'est la spécialité, il n'est pas question de regarder le bilan de l'année 2019. Évidemment, il faut prendre des informations en temps réel, des informations prévisionnelles et des informations aussi par secteur d'activité. Voilà, donc ça, c'est le premier point, c'est avoir de l'information sur son poste client, s'informer davantage sur son poste client, et puis le gérer, son poste client. Eric Scherer a cité un certain nombre de possibilités de travailler avec des sociétés. On a aussi des sociétés de médiation financière qui vous aident à recouvrer des créances avec l'intérêt de préserver la relation commerciale avec votre client. Sébastien, je pense que vous avez vraiment fait un descriptif extrêmement précis, important de toutes les difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui, de tout ce qui s'est passé par le passé. Regardons un petit peu vers l'avant maintenant. En gros, vous dites cette crise, on n'en connaît pas encore les véritables retombées, tout simplement parce qu'il y a eu des aides, il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont été un peu maintenues, j'allais dire artificiellement, c'est peut-être un petit peu délicat. Mais vous dites, en gros, la crise, elle a surtout confirmé des tendances lourdes qui existaient déjà et qu'elle pousse à des réflexions sur de nouveaux usages aussi du travail, c'est ça? Oui, effectivement, la crise a exacerbé un certain nombre de tendances. On les connaît, les délocalisations excessives de secteurs stratégiques, la rupture technologique. On se rend compte en réalisant des visioconférences comme on est en train de le faire que le numérique n'est pas forcément excellent sur tous les territoires de France. On a senti évidemment une empreinte carbone qui est extrêmement importante maintenant, dont il va absolument falloir tenir compte dans l'évolution de nos entreprises. Et puis aussi, cette crise met en avant un certain nombre de nouveaux usages. Le télétravail, tout le monde le sait, le click and collect, l'e-commerce, etc., qui se développent. Donc, à notre avis, c'est maintenant, et je le disais tout à l'heure, que la reprise doit se faire et qu'un véritable plan de relance doit être mis en place. Un plan de relance de grands travaux, par exemple, doit être mis en place par
par nos gouvernants. Très bien, Sébastien. Merci de votre concision. Peut-être que nous pouvons commencer ou passer désormais, sauf si Jérôme a quelque chose à ajouter à ce stade du débat. Ah, pas du tout, simplement un constat. Merci en tout cas de ces différents éclairages. Moi, je retiendrai trois, quatre expressions. C'est-à-dire, la première, c'est effectivement, il faut être optimiste. Hein, il faut donc faire tout pour que l'activité redémarre. Et donc, comme l'a dit Pierre Pelouzet avec beaucoup de justesse, il faut effectivement réenclencher l'activité, que ce soit entreprise ou pouvoir public. Deuxième chose, comme l'a dit Frédéric Wischowski avec beaucoup de justesse, se reposer la question des fonds propres des entreprises, qui sont, si on les compare au niveau européen, en tout cas les françaises ne sont pas les meilleures à ce sujet, et ça, avec la crise, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis enfin, ce qu'a dit Eric Scherer, et c'est vrai, c'est qu'on est là pour, nous les credit managers, accompagner nos clients. On l'a prouvé quand 80% de nos credit managers disent qu'ils ont accordé les moratoires à leurs clients, et ça, c'est important. Et je pense que il faut être tous ensemble pour assurer le redémarrage. Mais il faut qu'on réponde à toutes les questions. Il y en a pas mal, mon cher Rachid. Merci, Jérôme. C'est par une qui me semble importante de ne pas oublier nos compatriotes d'outre-mer, parce que la situation est identique en métropole et en outre-mer. Je crains que non. Qui souhaite répondre à cette question? Pierre? Oui, alors Frédéric Wischowski. malheureusement, j'allais dire, l'outre-mer déjà ne fait pas mieux que la métropole, voire même un peu pire. Mais la situation d'outre-mer est un peu différente, en tout cas sur les délais de paiement. On sait que l'outre-mer, il y a la proportion de marché public par rapport au marché privé n'est pas la même qu'en métropole. On est beaucoup plus sur du marché public. Et on sait qu'il y a pas mal de difficultés sur les marchés publics en Outre-mer. On a d'ailleurs réuni spécifiquement le comité de crise sur ce sujet. Il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre. Effectivement, la médiation, qui là aussi fonctionne bien en Outre-mer. L'affacturage inversé qu'a cité Eric tout à l'heure, et d'ailleurs, je pousse toutes les entreprises de France, les grandes notamment, et les administrations, à découvrir l'affacturage inversé collaboratif et à le mettre en œuvre, parce que c'est un moyen de donner de la trésorerie à des taux très bas à leur tissu de fournisseurs. C'est ça aussi qu'on va essayer d'utiliser en Outre-mer. Et puis, il y a tout un tas d'autres actions. Donc oui, l'Outre-mer reste un sujet difficile, notamment sur les marchés publics et les hôpitaux. Et ça fait partie des choses qu'on essaye de traiter de manière forte. Je suis obligé de prendre les questions au fur et à mesure. Elles sont tellement nombreuses que j'ai du mal à les voir avant qu'elles disparaissent. Question de Christophe Bevilacqua. Pourquoi ne pas orienter les fonds du PER vers les entreprises pour reconstruire leurs fonds propres? Qui souhaite répondre à cette interrogation de M. Bevilacqua? Je vais peut-être répondre. Les réflexions sur les fonds propres, elles visent à utiliser tous les moyens disponibles. Donc, il y a effectivement des fonds existants. Il s'agit de voir ensuite est-ce qu'ils sont à la hauteur du besoin. On est en train de faire, il y a différents groupes de travail, on est en train de faire des évaluations. Les évaluations, c'est plusieurs dizaines de milliards. Et le problème, c'est que les outils, ils existent, mais ils ne sont pas forcément toujours dimensionnés en fonction de ce besoin-là. Et donc, il s'agit maintenant de voir comment on peut apporter des compléments aux différents outils, en créer de nouveaux, traiter de manière différente les situations. On ne va pas rentrer dans le capital d'une TPE. Le TPE, c'est l'artisan, le commerçant du coin de la rue. Donc, on voit bien que dans ce cas-là, on va être dans une logique d'abandon de créances, de subvention. Pour une PME, une ETI, on va être dans l'entrée au capital. Donc, il faut faire très attention quand on parle de fonds propres, ne pas penser uniquement à la belle PME que l'on va soutenir qui va pouvoir se développer. Comme je l'ai dit, on a 40 milliards de prêts garantis par l'État qui sont allés vers des TPE. 90% en nombre de bénéficiaires de PGE, ce sont des TPE. Et donc, ce ne sont pas des instruments classiques qui vont permettre de répondre à cette situation. Donc, il faut bien faire l'inventaire de tous les moyens disponibles, l'inventaire des niveaux disponibles et apporter les compléments qui seront nécessaires. C'est le travail qui est en cours.
en liaison avec les régions, parce qu'il est très important que d'être sélectif, là encore. Il ne s'agit pas d'apporter des fonds propres à tout le monde. Et donc, la proximité du terrain et l'implication des régions sera extrêmement importante dans ce dispositif. Merci Frédéric. Une question d'Isa Coste. Précisez ce que sont pour vous les différences essentielles entre liquidité et solvabilité. Qui souhaite répondre? Eh ben, je dirais que la liquidité, c'est l'essence dans la voiture et la solvabilité, c'est la carrosserie. Ça, c'est une image. Ben, non, après, la liquidité, c'est la trésorerie. Donc, une entreprise, elle fait face à des charges, les salaires, les loyers, les fournisseurs. Et puis, d'un autre côté, ben, elle a ses entrées de trésorerie grâce aux produits de ses ventes et aux délais qu'elle accorde à ses clients. Et puis, la solvabilité, ben, c'est sa capacité à faire face à des imprévus. Et c'est là-dessus que les banques, quand elles accordent des crédits, vont juger la capacité d'une entreprise, effectivement, à générer des résultats et donc à être à même, le moment venu, de rembourser les crédits qui sont faits. De la même façon qu'un fournisseur, il va aussi faire cette analyse, ou un assureur crédit va faire cette analyse. Merci Frédéric. Je continue, pardon du côté un peu sélectif de ces questions, mais elles défilent tellement vite. Question de Yazid Adjour. Quels sont les recours et les moyens d'intervention sur les difficultés de délai de paiement avec les sociétés situées hors de France? Alors, nous faisons aussi des médiations sur des entreprises à l'international. On en fait peu, c'est vrai, mais ça nous arrive de le faire. Donc, on a la chance, nos médiateurs, je le rappelle, on a à la fois des acteurs de l'administration dans les régions, mais on a aussi à Paris des bénévoles retraités, anciens chefs d'entreprise, dont beaucoup ont un vécu international. Donc, on a la capacité d'essayer, si vous avez une entreprise étrangère qui vous doit de l'argent et avec laquelle vous voulez conserver un bon relationnel, hein, parce que c'est ça la médiation, on fait pas du recouvrement. On est là pour essayer de résoudre cette équation compliquée. Comment je me fais payer par mon client et en même temps, je ne détruis pas la relation avec lui. Donc, on le fait en France, évidemment, et on peut le faire aussi à l'international. Donc, en tout cas, au moins sur ce moyen-là, vous pouvez saisir le médiateur des entreprises aussi là-dessus. Une question qui concerne Christophe Bévilacqua. Ne pensez-vous pas que nous devrons, hélas, mettre fin à un acharnement thérapeutique sur les structures économiques non viables et consacrer ces fonds à des plans de formation de leurs collaborateurs? C'est vrai que cette question de la formation d'un certain nombre de collaborateurs qui n'ont plus leur métier d'origine est certainement une question d'avenir aussi, si l'on peut dire. Une question pour l'avenir. Qui souhaite donner quelques éléments de réponse? Frédéric, tu veux? Oui, enfin, comme je l'ai dit, hein, je crois que c'est clair, on est incapable collectivement de savoir exactement comment les choses vont se passer. À la Banque de France, on fait des estimations, elles sont malheureusement pas très positives sur les taux de défaillance d'entreprise. Donc, dès lors qu'il y a des entreprises qui feront défaut, il sera important qu'il y ait des mécanismes d'accompagnement des salariés, des collaborateurs. Toute la problématique de la formation professionnelle, de la formation continue, enfin, est un sujet récurrent en France, malheureusement. Et je crois que ce sera dans l'une des tâches du nouveau gouvernement, dans le cadre du plan de relance, également de mettre en place les moyens qui assureront la reconversion d'entreprises, la reconversion de salariés, la reconversion dans un certain nombre de territoires. Ça me paraît essentiel. Le ministre de l'économie l'a bien dit aussi. C'est comme toujours, hein, cette crise, c'est l'opportunité aussi de mettre en place de nouvelles approches, d'aller vers une économie plus verte, plus solidaire. Donc, je crois que ça fera partie des éléments forts du plan de relance qui sera annoncé à l'automne. Question d'Olivier Leclerc. Beaucoup d'entreprises n'ayant pas un bon bilan ne peuvent pas bénéficier de financement. Elles ne passeront pas par la médiation, mais par une procédure collective. On peut craindre, dit Olivier, une augmentation des délais de règlement dans ce cas-là. On y revient à cette question. C'est bon, je crois que c'est clair. Hein, à partir du moment où il y a des entreprises effectivement
sont pas viables, malheureusement, la seule solution, c'est d'aller vers les tribunaux de commerce. Il y a eu peu de défaillances dans la période récente, mais c'est parce que tout était figé. Donc, il faudra voir à la rentrée. Mais qui dit défaillance, dit effectivement problème dans les règlements. Ça, c'est clair. Indépendamment, je dirais, du comportement des entreprises viables, bien évidemment, dès lors qu'il y a une défaillance, il y a des conséquences sur les crédits fournisseurs et les crédits clients. Question de Jean-Charles Ortega. Ne devrait-on pas interdire à une entreprise qui bénéficie d'un PGE de licencier? Alors, il y a des engagements particuliers qui ont été pris par les grandes entreprises. Les grandes entreprises, pour bénéficier d'un PGE, c'est un arrêté individuel du ministre. Donc là, chaque grande entreprise prend des engagements dans la négociation qui est faite entre le ministre, les banques, etc. Après, c'est aussi difficile pour, je dirais, une entreprise quelconque, je dirais, enfin la masse des autres entreprises qui ont bénéficié de PGE, ce sont des concours de trésorerie. Dire à une entreprise, vous avez un crédit de trésorerie, vous ne pourrez pas licencier. Je veux dire, l'objectif de l'entreprise, c'est pas de licencier son personnel. Malheureusement, elle risque de devoir le faire si la situation est telle que la reprise d'activité, le rebond n'est pas suffisant. Donc, je suis pas convaincu que faire un lien de ce type-là soit une bonne chose. Le lien qui a été fait, par contre, et qui sera contrôlé, c'est les entreprises qui bénéficient d'un PGE, elles doivent respecter leur délai de règlement. Et donc, elles prennent l'engagement moral, lorsqu'elles demandent le PGE, de respecter leur délai de règlement. Et ça, la direction de la concurrence et de la répression va faire des contrôles de ce point de vue-là. Et donc, les entreprises qui auront bénéficié de PGE et qui n'auront pas respecté leur délai de règlement se verront sanctionnées. Merci Frédéric. Je suis obligé de vous remercier tous les uns les autres et de redonner la parole à Jérôme parce qu'il y a un peu plus d'1 heure que nous sommes ensemble. Toutes les questions n'ont pas été traitées, mais en tout cas, tous les points que vous aviez prévu d'évoquer, messieurs, l'ont été. Jérôme, une conclusion. Oui, merci Rachid. En tout cas, un grand merci aux médiateurs du crédit, aux médiateurs des entreprises, au président de la FDCC et au délégué général de la FIGEC pour leur intervention qui a été très intéressantes. On va arriver à la conclusion. Moi je retiens quelque chose qui n'était certainement pas perçu par tout le monde, mais l'accord d'un PGE contre le respect des délais de paiement, ça fait intéressant, vraiment. Alors on pourrait se poser la question, c'est dommage qu'on puisse pas savoir quelles sont les entreprises qui ont eu un PGE, parce que ça permettrait dans la discussion de dire mais vous avez eu un PGE, alors respectez les délais de paiement. Mais je trouve que cette information était tout à fait intéressante. Donc on est dans un environnement et on va continuer nos webinaires. Le prochain webinaire va avoir lieu dans une semaine ou deux. Et comme tout navigateur, on a besoin d'avoir des cartes. Et donc on va vous amener des études qui sont faites à fin juin sur les délais de paiement, sur les défaillances d'entreprise. Et on aura un vaste débat sur ces études pour essayer de se projeter, en tout cas, essayer d'avoir une vision sur les mois qui vont venir. Eh bien, merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous, à bientôt. Au revoir.